C'est l'aube sur le lac de Biscarrosse. C'est l'aube sur le lac de Biscarrosse, l'aube également de l'histoire de l'aviation. Les plans d'eau existent dans le monde entier et on sait qu'on peut décoller sur l'eau. C'est arrivé pour la première fois en 1910 sur l'étang de Berre. Henri Fabre, père de l'hydravion, l'a prouvé ce jour-là. Les premiers biplans à flotteurs sont lancés sous les yeux attentifs des états-majors. Voici le LATAM sortant du hall de montage à Cherbourg. Ce premier quadrimoteur gros porteur est mis à l'eau et prend de la vitesse puis s'élève au-dessus de la mer. Les hydravions de surveillance et d'observation vont rapidement se développer et, rassemblés en escadrille, ils vont se livrer à de gracieuses figures de ballet, croisant à l'infini leur sillage argenté. C'est pourtant encore l'époque des grandes traversées et l'âge d'or des paquebots. Les steamers sillonnent les mers et se disputent le ruban bleu. 15 nœuds, puis 20, puis 25, puis 30 mettent New York à 6 jours, puis à un peu plus de 4 jours du Havre avec Normandie. C'est le temps des années folles et des folles croisières sur ces immenses paquebots qui règnent en maître sur les mers. L'avion est loin encore de prétendre rivaliser avec eux. Et pourtant, 1929, l'événement se produit. Un paquebot volant est né, le Dornier DO-X. Étudié en 1926, le voilà prêt à prendre l'air grâce à ses 12 moteurs de 700 chevaux capables d'enlever ses 52 tonnes avec 40 à 80 passagers. Le navire volant, ainsi fut-il baptisé, devait acquérir à travers le monde une notoriété presque comparable à celle du Graf Zeppelin après un périple de 45 000 km qui le conduisit d'Europe en Amérique du Sud et aux États-Unis. Une coque de 400 mètres cubes donne une idée de l'échelle de cette belle machine qui va se poser sur le lac de Constance. Amérissage impeccable et gracieux du premier hydravion géant de transport de passagers. Peu de temps après, en 1931, la société Latécoère fait monter dans le grand hangar de Biscarrosse le Latécoère 300, premier gros porteur transatlantique à usage commercial. C'est un quadrimoteur de 24 tonnes, 3000 chevaux au décollage, 44 mètres d'envergure. Le Laté 300 au mouillage est le premier hydravion géant d'une longue série. Il sera baptisé Croix du Sud. Affecté à la ligne de l'Atlantique Sud, le voici se posant pour faire escale à Port-Lyautey, au Maroc. Il reliera ensuite Dakar et Natal en portant les couleurs de l'Aéropostale puis de la compagnie Air France qui est créée en 1933. En 1934, la Croix du Sud effectue un voyage triomphal à Paris. Sa silhouette caractéristique se dessine bientôt dans le ciel de la capitale et le grand hydravion survole longuement la Seine puis arrive en approche finale au Mureau. La foule est au rendez-vous pour saluer l'amérissage du grand oiseau. Le ministre de l'Air aussi, avec tous les officiels. L'hydravion vient mouiller près du terrain d'accueil où se presse la foule. L'équipage est amené à terre et c'est la ruée et l'ovation générale d'une foule enthousiaste et qui entoure vivement les aviateurs. Mermoz, le grand Mermoz, commandant sur la Croix du Sud, part pour sa 24e traversée le 7 décembre 1936. Il revient peu après pour un ennui de changement de pas d'une hélice, puis redécolle à 6 heures du matin. Tous les quarts d'heure, la Croix du Sud va émettre le classique TVB. Tout va bien à bord pour les 5 hommes d'équipage, Mermoz, Pichaudou, Aizan, Cuvelier, Lavidali. Puis soudain, à 10h47, un message interrompu. Coupons, moteur arrière droit. La Croix du Sud ne répondit plus jamais aux appels angoissés. Englouti quelque part entre Dakar et Natal avec son équipage et immortalisant du même coup par son tragique destin, Mermoz qui ce jour-là entre dans la légende. Même génération d'hydravions que la Croix du Sud, le Santos Dumont est lancé pour effectuer des vols transcontinentaux. Réalisé par la société Blériot, le Santos Dumont est équipé de 4 moteurs Hispano-Suiza de 650 chevaux. Il pèse 22 tonnes au décollage et peut emporter 600 kg de courrier sur 3200 km.
Il effectuera dès novembre 1934, avec Bossutro aux commandes, de nombreuses traversées, reliant Toulouse à Buenos Aires en 3 jours, 20 heures. Mais revenons en 1935, une grande année pour la TECOR. Le lieutenant de vaisseau Paris, nouveau géant propulsé par 6 moteurs, 4 en avant de l'aile, 2 en propulseur, va faire ses premiers essais. 49 mètres d'envergure, une belle silhouette. Le voici lors de son premier décollage du plan d'eau de Biscarrosse, arrachant sans peine ses 37 tonnes grâce à ses 5100 chevaux. Le voilà s'élevant dans le ciel du Havre après avoir décollé sur la Seine et virant sur le port, il survole le Normandie, alors le plus grand paquebot du monde. On l'aménage et on le décore de façon prestigieuse pour devenir le Normandie de l'air. Puis, retournant à Saint-Raphaël, il termine ses essais de test de navigabilité. Tous les grands pilotes vont en prendre les commandes et s'exercer sur l'appareil. Ici, un mécanicien en vol dans un moteur. En 1937, Guillaumet le prend en charge. Guillaumet, l'homme de la cordillère des Andes, le grand pilote à l'éternel sourire. On prépare l'appareil pour la ligne de l'Atlantique Nord. Aux couleurs de la compagnie Air France transatlantique, l'équipage au complet et en uniforme pose avant le départ. Guillaumet sourit. Le lieutenant de vaisseau Paris va effectuer régulièrement la liaison Biscarrosse-New York. Le voici, amérissant devant d'autres hydravions transatlantiques. Car il y a des concurrents. Aux États-Unis, c'est l'impressionnante lignée des hydravions de transport Sikorsky, issus du crayon du prestigieux constructeur. Les hydravions Sikorsky, avec leur silhouette caractéristique, assureront très régulièrement des liaisons sur tous les océans en partant des premières hydrobases de la Pan American Airways. Mais c'est à la firme Boeing, avec son Yankee Clipper B314, qu'il faut remettre la palme pour la ligne régulière que cet hydravion assurera dès 1938 sur l'Atlantique Nord. 12 appareils de ce type seront mis en service et donneront entièrement satisfaction à tous ceux qui les utilisèrent. Le quadrimoteur Martin M130 sera affecté par la Pan American Airways sur les lignes transpacifiques. Le China Clipper offrait un confort remarquable aux heureux élus qui partaient de San Francisco pour la Chine ou la Nouvelle-Zélande, en commençant par survoler le tout jeune Golden Gate Bridge. En Angleterre, la firme Short créa son célèbre Empire, largement utilisé sur ses lignes impériales. Ici, le Canopus amérise sur la Medway à Rochester. Puis lui succédèrent les fameux Sunderland qui sillonnèrent les eaux londoniennes de la Tamise. En Allemagne, Dornier réalisait le Do 24 de 20 tonnes, silhouette élancée et caractéristique des années 38. 1938 fut une année de transformation profonde pour le lieutenant de vaisseau Paris, qui affronta l'Atlantique Nord jusqu'à la veille de la guerre en 1939. Précisément, la marine de guerre n'avait pas manqué de s'équiper en hydravion, et tout le monde a conservé en mémoire le célèbre Breguet Bizerte. Apparu en 1933 et produit en 30 exemplaires, il sera aménagé pour les vols vers l'Indochine. Le Loire 70, hydravion plus léger, équipera l'escadrille de Carouba. Puis en 1935 apparaît le Latécoère 611, baptisé Achermar, pour répondre à un concours de l'amirauté française. C'est un élégant quadrimoteur entièrement métallique qui volera jusqu'en 1947. Il n'est pas seul à répondre au cahier des charges. Le Botez Kams 141, lui aussi fera carrière et équipera une escadrille. Le Lioré Olivier H246 sera, lui, utilisé par Air France. Enfin apparaît le Breguet 730, d'où sera tiré le 731, baptisé Bellatrix, magnifique quadrimoteur équipé de 4 Gnome Hérault de 1350 chevaux. En Allemagne, les années 40 vont engendrer une race de géants.
Voici le Blohm & Voss BV 222, le Viking, prévu pour les vols commerciaux de la Lufthansa. 6 moteurs, 50 mètres d'envergure, 11 hommes d'équipage, lui permettaient de voler à 360 km/h pendant 33 heures. Le voici au cours de ses premiers essais. La lourde machine met plein gaz et s'élance dans un décollage dont le pilote se souviendra longtemps, vu la peine qu'il eut à maîtriser le pompage de l'hydravion au moment de l'envol. Plus grand encore, le géant des géants apparaît en 1941, le Blohm & Voss 238, tiré par 6 moteurs Junkers développant 15 000 chevaux au décollage. Le BV 238, ici sur le lac de Chal, en 1944, fut détruit pendant la guerre par une attaque aérienne. Moins imposant, mais très racé, le Dornier 26 se reconnaissait aisément par son aile de mouette en forme de W, tout comme les célèbres Glenn Martin XPBM qui équipèrent la Navy américaine de 1937 à 1945. 2 puissants moteurs White Cyclone tiraient cette machine conçue pour la lutte anti-sous-marine. Mais revenons à la lignée des grands Latécoères. Le lieutenant de vaisseau Paris, solide machine continuellement améliorée pour effectuer les allers-retours de l'Atlantique Nord, n'avait pas encore terminé ses voyages expérimentaux sur New York, que le ministère de l'Air lançait un programme ambitieux. Un hydravion transocéanique pour 40 passagers, volant à 360 km/h sur 6000 km. Le SE-200 devait naître de ce programme. Très bien profilé sur le plan aérodynamique, il fut particulièrement réussi et il conciliait une ligne harmonieuse, comme on peut le voir, à des aménagements intérieurs dignes des paquebots de l'époque. L'hypothèse 161 fut de la même veine, mais le lauréat fut le plus grand des trois, le Latécoère 631, baptisé le plus grand hydravion du monde. Il marquera la décennie 1940 et la renaissance de l'hydraviation française. Le voici sortant de l'atelier de montage à Biscarrosse. Tiré lentement vers le plan d'eau, son imposante masse de 72 tonnes mérite d'infinies précautions. Monoplan hexamoteur stabilisé par des ballonnets latéraux escamotables, doté de 6 moteurs White double row de 1650 chevaux, pouvant donner 10 000 chevaux en surpuissance au décollage. On le met à flot, bien assis sur sa coque centrale entièrement métallique. L'heure de la mise en route est venue. Contact pour le moteur extérieur droit, puis le moteur central droit, démarre à son tour, le moteur gauche. Les 6 moteurs tirent maintenant doucement l'immense hydravion, appuyé sur son ballonnet escamotable gauche, par suite du vent de travers. Plein gaz. Les 10 000 chevaux se déchaînent pour arracher en surpuissance les 72 tonnes. Nouvelle et officielle sortie du 631 pour son baptême. Ça sera le Lionel de Marmier, dorénavant, qui va être l'objet de toutes les sollicitudes et de tous les égards. Il est au mouillage et attend la visite officielle. Il reçoit le ministre de l'Air, Charles Tillon, qui monte à bord. Le ministre prend place dans le poste de pilotage. C'est l'instant T, démarrage des moteurs, checklist, puis les 10 000 chevaux vont être lâchés. Décollage du Lionel de Marmier avec le ministre de l'Air à bord. Le pilote aux commandes, le radio s'affaire sous le regard attentif de Charles Tillon. Le manche à balai du géant et on se pose à nouveau. Amérissage, toucher du ballonnet gauche, l'inauguration est terminée. C'est de la base des Ourtiquets que les 631 vont partir pour effectuer des missions de démonstration. Poste de pilotage spacieux, l'aménagement pour le confort des passagers est sans égal.
tout comme la cuisine préparée par le chef. Les Laté 631 vont être utilisés sur la ligne des Antilles à partir de 1947. Les voyages de prestige se succèdent et permettent de susciter partout l'émerveillement quand il faut par exemple effectuer le refouling des 6 réservoirs sur l'immense aile de 57 mètres. En 1948 apparaissent les premiers nuages noirs, avec la disparition de 2 appareils. Le sort va s'acharner sur le 631, puisque sur cette machine, 4 vont disparaître corps et biens. Vibration des hélices, instabilité des ailerons, nul ne saura jamais pourquoi le destin frappa le plus grand hydravion du monde, pourtant apprécié et estimé de tous ceux qui l'utilisaient. De toute façon, sa technique était dépassée dès 1948 par la fulgurante ascension des avions de ligne terrestre, comme le célèbre Lockheed Constellation. 1955, l'histoire des hydravions touche à sa fin. Dernier sursaut et dernier cri de la technique, le XPGM Seamaster, construit par Glyn Martin pour le compte de la Navy. Mariage de la propulsion en réaction et de l'hydrodynamique la plus poussée. Mais avec ce quadriréacteur, le dernier cri sera le chant du cygne. Tout comme les grands paquebots, les hydravions géants vont disparaître tragiquement, écrasés par le progrès technique et la rentabilité économique. Une magnifique page de l'aviation est définitivement tournée. Même si les hydravions sont encore parmi nous, pour des missions très spéciales. Même si un Canadair survient avant que tout s'embrase. L'épopée des hydravions géants est bien finie, et pourtant, Biscarrosse et son musée sont là pour la faire revivre, dans notre souvenir et pour toujours.